Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres du journal. Dans les normes, la production des masques de protection contre le Covid-19 a désormais son référentiel. Un cadrage très précis à suivre dans ce 20h30. Dans les normes, la nomination ce mardi du nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, ce sera Gaston Komba. Le profil de l'ancien député est brossé dans ce journal. Dans les normes, les finitions en cours au complexe sportif d'Olembe étaient évaluées ce mardi par le ministre des Sports. Nous irons voir les dernières évolutions sur le terrain. Voilà pour les titres. Le masque de protection contre le Covid-19 obligatoire depuis hier dans tous les espaces publics à travers le territoire national. Les Camerounais adoptent majoritairement la mesure en dépit du non-respect des normes qui persistent dans la production de la plupart de ces équipements. Encore faudrait-il savoir les arborer. Barbara Padjama. Principal accessoire pour mettre le nez dehors en ce moment. Pour se masquer convenablement le visage, il y a du bon à savoir sur le choix de la matière avant tout. Vous allez remarquer qu'il a deux faces. Il a une face filtrante qui est à l'intérieur et une face qui a une sorte de blocage. Ça, c'est le bon. Une fois le modèle sélectionné, l'enfilage se fait sous une vigilance hygiénique, porté par un geste esthétique. On le manipule beaucoup plus au niveau des corps, de l'être là. Si je le mets de ce côté, avant de le mettre, je me suis rassuré que mes mains sont propres. Je l'enfile. En m'arrangeant, n'a touché que les corps. Je le rabats vers le bas et je me rassure que la bouche est couverte. Maintenant, vers le haut, je fais cette petite pincette-là. À l'origine, il existe deux variétés de masques, le masque médical et le masque de protection. Mais face à la demande massive, le tissu ou le pagne a proposé ses services, adaptables ou pas. Mieux vaut ce tissu que rien. Pourquoi? Parce que mieux vaut quand même, ça fait barrière. Surtout au niveau des gouttelettes émises. Ça peut quand même bloquer, il faut l'avouer. La durée de protection est entre 3 heures et 4 heures de temps. Aussi valable pour le masque en tissu, qui est réutilisable. Le masque n'est pas fait pour être recyclé. Avec le masque en tissu, on peut, dans la soirée, on doit les laver avec notre savon ordinaire, il n'y a pas de problème. On le lave suffisamment, on le sèche, au besoin, on le repasse. Le bon masque couvre le nez, la bouche et le menton, pas une seule des parties. Restait encore une question, ces masques répondent-ils donc aux normes technologiques et scientifiques? Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique vient de trancher le débat en publiant hier lundi 16 différentes normes pour la fabrication de l'ensemble des matériels de protection contre le Covid-19. Ce référentiel était adopté également par l'Agence des normes et de la qualité. Et ce soir, Lucrèce Mbenga met le curseur sur les normes en matière de production des masques de protection. Un instant, certainement, le retour sur cet arrêté signé hier par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique pour trancher le débat sur les normes en matière de production des masques au Cameroun. Nous allons certainement revenir sur ces éclairages dans un instant. Le temps de revenir sur l'histoire même de ces masques, des normes qui étaient donc très attendues, surtout en ce qui concerne ce masque facile, dont la multiplication des modèles devenait plutôt inquiétante. Et on va dire d'abord que dans sa forme ainsi formalisée, le masque chirurgical connaît plutôt de nombreuses évolutions depuis sa première apparition. C'était au XVIIe siècle en Europe. Oswald Modon raconte l'histoire. Soit le tout premier masque sanitaire en 1619, le Français Charles Delorme veut se protéger de la peste qui décime l'Hexagone en ce début de siècle.
Le médecin titré de Louis XIII imagine alors une tunique dont le masque en forme de bec d'oiseau est destiné à contenir des herbes aromatiques qui le protègent des émanations malsaines des malades. L'attirail est complété par une baquette pour examiner les patients à distance. Mais il faudra attendre le 19e siècle pour voir le masque se moderniser. C'est l'œuvre de deux philanthropes, américains et anglais, qui imaginent le masque à usage chirurgical. Les chirurgiens optent aussi par la même occasion pour le port des gants. La mode, qui n'était jusque-là que l'affaire des Occidentaux, est introduite en Asie par Wu Lian, tout premier chinois admis à la prestigieuse université de Cambridge. Ses connaissances sont requises quelques années plus tard auprès des ouvriers du chemin de fer atteints par une vilaine peste. La maladie fait quasiment 100% de morts en 1910. Le mal d'origine pulmonaire impose le port d'un masque. La pandémie de la grippe espagnole, 8 ans plus tard, va marquer la mondialisation du masque. Les Américains en seront les principaux précurseurs. L'Asie, qui a gardé en mémoire les premières expériences, voit le Japon lancer les premiers brevets de commercialisation en 1923, année marquée par le grand tremblement de Tokyo. Avec les grippes de Singapour et de Hong Kong, le masque se répand, définitivement. Le développement des recherches et le traumatisme du SRAS vont encore éclipser le masque chirurgical, jusqu'à la résurgence du SRAS en 2003 et les vagues de pollution du début du XXIe siècle. La classe moyenne chinoise adopte définitivement le masque chirurgical et en fait un accessoire de tous les jours. Avant de monter sur les podiums des grands couturiers, certaines stars l'ont adopté. Michael Jackson l'a longtemps arboré. La pandémie du Covid-19 a définitivement mondialisé le masque chirurgical, dont les couleurs, les formes et les fantaisies ne se comptent désormais plus. Et sur le front de la prise en charge de cette pandémie au Cameroun, le ministre de la Santé publique annonce ce soir 158 personnes guéries, mais avec un bémol à mettre à l'espoir né du nombre de ces cas de guérison au Cameroun. Bémol avec l'annonce de la vague de recontamination au Covid-19 constatée en Corée du Sud. Les experts constatent donc que la guérison n'exclut pas la rechute et que l'immunité contre le coronavirus ne s'acquiert vraiment que par le respect scrupuleux des mesures barrières. L'éclairage d'un médecin, c'est dans ce reportage de Irène Ndjanafouda. Le spectre de la rechute plane sur la Corée du Sud. Le Covid-19 reprend en otage la santé que certains anciens malades avaient déjà recouvrée grâce à un panier de soins intensifs. Un cas de figure possible et probable. Jusqu'à ce jour, on n'a pas encore démontré que l'infection à coronavirus était une maladie immunisante. Dans notre contexte, on n'a pas encore décrit des cas de réinfection, mais ailleurs, des cas de réinfection ont été décrits. Donc il est possible d'être recontaminé après la guérison, si on ne respecte pas les mesures d'hygiène. Des cas guéris qui refont la maladie. Une mauvaise expérience que vit la Corée du Sud qui s'est laissée prendre au piège de l'assouplissement de certaines mesures barrières. La Corée du Sud, la population elle est très forte. Il y a la promiscuité qui est déjà là. Donc c'est vraiment difficile pour certaines populations de respecter toutes ces mesures barrières. Pour l'instant, la Corée du Sud paye le prix fort, mais si d'autres pays ne durcissent pas le ton, le phénomène de la recontamination pourrait prendre de l'ampleur. Et la meilleure arme de guerre contre la rechute est de tirer sur la corde de la sensibilisation des malades guéris au respect strict des mesures barrières. Pour les malades guéris, du moment où on n'a pas encore dit que c'est une maladie immunisante, donc quand ils sortent, ils doivent encore respecter ces 14 jours de confinement chez eux et après continuer à respecter toutes les mesures barrières recommandées. La guérison est un acquis qu'il faut consolider à l'échelle mondiale, mais les cas de rechute apparaissent donc comme un cauchemar visant à pourrir la vie à l'humanité qui reste déterminée à rayer le coronavirus de son existence. Revenons à présent sur ces 16 normes publiées hier par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. 16 normes pour la fabrication des matériels de protection contre le Covid-19 et avec un curseur ce soir sur ces référentiels en ce qui concerne la fabrication des masques de protection contre ce Covid-19. C'est avec Lucrèce Mbenga.
Virginie ne reçoit pas de visite. Ces numéros correspondent aux 2 normes camerounaises de fabrication des masques proposées par l'Agence des normes et de la qualité. Au terme de ces travaux du comité technique sur le génie pharmaceutique et médical et retenu dans l'arrêté du ministre de l'Industrie, ces normes portent sur les masques barrières et les masques à usage médical. S'agissant des masques barrières, ces normes disent tout sur la dimension et la forme. On retient par exemple que le masque barrière doit protéger celui qui le porte du nez au menton, qu'il doit être continu, mais surtout qu'il doit être confectionné à base de tissu en coton blanchi et stérilisé. 2 à 3 couches de tissu par masque sont ainsi nécessaires. Et ces règles sont valables autant pour la production artisanale des masques que pour la production industrielle. Quant aux masques à usage médical, les normes relatives ont été adaptées aux normes internationales existantes. Signalons que les masques fabriqués et vendus au Cameroun sont soumis à la procédure de certification préalable avant toute mise en circulation, comme le stipule l'article 2, alinéa 1 de l'arrêté du ministre de l'Industrie, tout comme l'alinéa 2 arrête que la certification relevée à l'alinéa 1 donne droit à la délivrance d'un certificat de conformité en cas de respect des dispositions de la norme par le masque soumis à la certification. Les normes sur les masques sont donc là, à charge aux fabricants de les respecter et aux citoyens d'être vigilants et exigeants. Car il ne sert à rien de porter un masque qui ne vous protège pas contre le Covid-19. Là, de tous ces masques, voici une mesure salutaire dans le combat. Ce serait le confinement total qui peut même devenir un mode de vie. C'est en tout cas le choix de Virginie Njikam. Cette chef d'entreprise et mère de famille a fermé son atelier de modélisme pour travailler exclusivement en ligne à son domicile. Notre reporter a pu lui arracher une interview par l'Internet. Voici les confidences d'un chef d'entreprise en confinement volontaire. C'est un reportage de Daniel Menanga. Virginie ne reçoit pas de visite dans son domicile. Respect des mesures barrières anti-Covid-19 oblige. Alors, son expérience de travailleur confiné, elle nous la relate dans la peau d'un reporter d'images. En raison de la pandémie du Covid-19, j'ai fermé mon entreprise le 16 mars dernier. Ma famille et moi sommes confinés à la maison depuis cette date. Dans la vie normale, la jeune dame est styliste, créatrice de mode. Les temps qui courent lui imposent une immersion au cœur de son génie. Après plusieurs jours de confinement, j'ai décidé de mettre ce temps à profit pour finaliser un projet de lancement d'une ligne de vêtements. C'est un vieux projet qui finalement prend forme et je crée des dizaines de modèles chaque jour qui seront validés. Et par la même occasion, de quoi garder la main fashion. Je viens de me lancer dans la production de masques en tissu pour offrir à mes amis, à la famille. Sacrée vénarde, pensez-vous, mais faut pas croire. L'arrêt des activités n'est pas sans conséquences chez la jeune entrepreneur. Mes employés sont également à la maison en attendant que la situation se normalise. C'est donc une situation très difficile. Plus de clients, plus de recettes. On ne sait pas comment on va faire pour payer les impôts, le loyer et les autres charges. Rester à la maison, c'est l'idéal pour parer à la contamination au coronavirus. Mais combien de Camerounais peuvent se le permettre ? L'hôpital militaire de Yaoundé est désormais mieux équipé pour combattre le coronavirus et ce grâce aux dons de matériel de protection du personnel soignant offerts par une ONG de la place. Une initiative saluée par le directeur de la structure qui représentait le ministre de la Défense à cette cérémonie. Le reportage de Pierre Evembe. À l'hôpital militaire de Yaoundé, le personnel médical en treillis a été impressionné par ce gros gadget atypique. Il s'agit d'un isopop, Individual Isolation System, équipement qui permet d'isoler complètement individuellement les patients atteints du coronavirus en vue de leur déplacement et leur suivi pendant les opérations de prise en charge. À côté, des thermoflash, des combinaisons de protection et autres kits pour renforcer le dispositif de sécurité sanitaire élaboré par les forces de défense dans cet autre front contre le Covid-19.
Nous sommes là d'abord pour nos militaires qui doivent être rassurés, où qu'ils se trouvent, et nos populations, quel que soit l'endroit, aucun Camerounais ne sera oublié. Un don de l'ONG citoyenne Sat Pharma pour un accompagnement des soldats toujours en première ligne lors des différents défis sécuritaires relevés par le Cameroun. On a l'impression d'assister à une guerre asymétrique et vous comprenez pourquoi nous devions nous associer pour lutter contre cette pandémie. Mieux protégés de l'intérieur, les troupes peuvent se déployer à l'extérieur pour faire capituler le Covid-19, cet ennemi invisible qui apprend à connaître la force de frappe du Cameroun et de son armée. Le gouvernement mobilisé sur le terrain et la suite du périple du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies. Les attributions n'ont jamais été plus actuelles qu'aujourd'hui. Après le septentrion et l'ouest, Halim Hayatou était ce mardi dans le sud à Ebolova pour effectuer la même évaluation du dispositif de riposte sur le terrain. Retrouvons à Ebolova Charles Abosoloba. Le comité régional de riposte à la pandémie sur le pied de guerre. En Galane, dans la périphérie de Bolova, des logements sociaux ont été réquisitionnés pour servir de lieu de confinement à d'éventuels cas symptomatiques. Tout à côté, un espace a été aménagé pour la mise en place d'un hôpital de campagne. Des travaux d'extension sont également en cours à l'hôpital régional de Bolova dans le but d'accueillir plus de patients. Je suis content de l'engouement, de l'engagement et surtout de la passion avec laquelle les autorités administratives de la région du Sud, conduites par M. le gouverneur, qui est en même temps le président du comité régional, avec toutes les autorités administratives, politiques, religieuses, associatives, ont conduit cette lutte, bien sûr avec l'appui du service de santé. Le membre du gouvernement s'est également rendu dans plusieurs agences de voyage où il a pu toucher du doigt l'effectivité des mesures barrières, dont le port du masque, la disponibilité des points de lavage des mains et le respect de la distanciation sociale. La rencontre avec le comité régional de riposte à la pandémie au bout de cette tournée a permis de repréciser les orientations de cette bataille dans le sud. La région du Sud est quand même liée par deux frontières. La surveillance doit être accrue à travers ces frontières pour ne pas avoir de cas importés de d'autres pays. Dans le sud, toutes les forces restent mobilisées contre cet ennemi invisible mais redoutable. Et toutes les filières et tous les secteurs sont concernés. Fini la sensibilisation pour certains. Le temps est maintenant à la répression et aux sanctions en ce qui concerne, par exemple, le secteur des transports dans la région du Nord-Ouest. Le comité régional de lutte contre la pandémie là-bas a mis une dizaine de véhicules de transport interurbain en fourrière. La raison, le non-respect de la limitation à 50 passagers maximum et le non-port du masque dans ces véhicules. Augustin Guizana est à Bamenda. Voici des passagers qui, en complicité avec des chauffeurs de cette file de véhicules de transport interurbain, veulent passer à travers les mailles des filets de la brigade de prévention routière. Hélas, ils sont stoppés net ici au lieu dit Welcome to Bamenda. Ici là, moi je ne voyais pas le surcharge. Ici on était à l'aise, c'est plutôt là-bas qu'on était serré, puis on va payer 7 000 là-bas. Par cette descente inopinée, le comité régional de lutte contre la pandémie du Covid-19 passe à la vitesse supérieure. Moto, taxi, véhicules de transport en commun n'échappent pas au contrôle. Même en flagrant délit de surcharge, les chauffeurs tentent de se justifier. N'empêche, ce jour, leurs véhicules sont systématiquement mis en fourrière. On a déjà détiré 10 dossiers du passager, du transporteur. Ils viennent voir expliquer pourquoi ils n'ont pas bien respecté les mesures comme prescrit par le gouvernement. La campagne de répression est saluée par certains usagers de la route, souciés de leur santé dans le Nord-Ouest. Après 3 semaines de sensibilisation face à la menace du Covid-19, le comité régional de lutte contre la pandémie conduit ce jour par l'inspecteur général des services du gouverneur, Moshi Johnson Malafa, est clair, la répression ne fait que commencer.
À présent, notre arrêt quotidien au Centre national des opérations d'urgence de santé publique avec cette nouvelle dans le traitement des malades du Covid-19. De nouveaux patients ont retrouvé la santé au cours des dernières 24 heures au Cameroun. Et pour cette nouvelle et d'autres encore, nous retrouvons ce soir à ce QG Évariste Eyenga. Bonsoir Évariste, bonsoir à notre expert de ce soir. Des nouvelles que vous confirmez, 28 cas de guérison ce soir. Bonsoir Adèle, les chiffres s'enchaînent et prennent de l'importance. On en était hier à 130 guéris au Cameroun, guéris du Covid-19. Il y a eu un bond vers l'avant. On enregistre 28 autres guérisons, de nouvelles guérisons, ce qui porte à 158 le nombre total de personnes guéries du Covid-19 au Cameroun à la date du 14 avril. Le traitement et la guérison sont en vedette. Ils sont aussi le sujet de notre échange avec le docteur Nyinan Jouena Oumarou. Il est le coordonnateur de l'Observatoire national de la santé publique. Bonsoir docteur. Bonsoir. Dites, comment se fait le suivi médical dès lors qu'un patient a été déclaré guéri? Et combien de temps ça dure? Ok, lorsque le patient est guéri, il y a 4 choses à faire. La première chose, c'est de l'isoler à domicile pendant 14 jours. La deuxième chose, c'est qu'il doit vérifier sa température 2 fois par jour, matin et soir. Il doit faire un suivi médical à 2 jours, 7 jours, 14 jours et 30 jours. Donc il doit être suivi par un médecin. Et l'autre chose, c'est que les patients qui ont des séquelles pulmonaires ont droit à un suivi particulier. On le sait, c'est éprouvant, ce suivi. À quel niveau situez-vous la difficulté de suivre médicalement un patient du Covid-18 pour le corps médical? Oui, donc ça dépend du stade de la maladie. Alors, il faut savoir que les malades qui sont sévères, vraiment le suivi est extrêmement difficile parce qu'ils ont besoin d'un suivi pointu avec vérification des paramètres toutes les heures, toutes les minutes et le traitement également doit suivre. Donc, et le personnel médical parfois ne dort pas. Voilà, ils n'ont pas droit au sommeil, ils doivent suivre le patient pour évaluer tout changement dans son état clinique. C'est connu, l'État du Cameroun assure et assume la prise en charge des patients du Covid-19. Les régions sont opérationnelles déjà, mais dites, comment se passe la coordination? Oui, la coordination se passe essentiellement à 2 niveaux. Voilà, au niveau central qui est le niveau stratégique, qui est chargé de donner les directives, de faire de la standardisation des procédures et en plus faire le renforcement des capacités et enfin la supervision et le suivi et évaluation. Au niveau régional, ils sont chargés de la mise en œuvre des directives qui ont été définies au niveau central et effectivement de suivre tous les centres de traitement qui ont été identifiés dans les régions. Revenons à cette prise en charge qui est assumée par l'État du Cameroun. On voudrait avoir une idée de ce que peut coûter le traitement d'un patient. Bon, à ce niveau, il faut dire que vraiment c'est le cas par cas. Parce qu'un malade léger, un malade sévère, un malade modéré, le coût de traitement dépend du stade de la maladie. Donc, mais il faut dire globalement que la sécurisation des soins pour tous ces malades coûte excessivement cher à l'État. Quand je parle de sécurisation des soins, je parle prévention, contrôle des infections, les équipements de protection individuelle, les gants coûtent excessivement cher parce qu'il faut minimiser l'infection du personnel pendant le traitement de ces patients. Le deuxième élément de coût dépend effectivement de la sévérité du patient parce qu'un patient sévère aura sûrement besoin de ventilation, d'oxygénation et des médicaments spécifiques, ce qui coûte excessivement cher à l'État et actuellement on évalue la prise en charge d'un patient sévère en réanimation lourde à 300 000 francs par jour. Merci à vous, docteur, de vous être prêté à nos questions. Le traitement de malades du Covid-19 coûte cher à l'État du Cameroun. La perte des vies également sont des pertes assez.
centre de prévention des urgences de la santé publique, Évariste Yinga, pour le 20h30. Merci infiniment, Évariste. Merci à votre expert, le docteur qui répond à vos questions ce soir là-bas au Centre national des opérations d'urgence de la santé publique. D'autres informations en direct avec d'autres experts, ce sera demain. Et pour une meilleure information, une meilleure sensibilisation des populations contre cette pandémie, le ministère de la Communication et l'UNICEF Cameroun viennent d'achever un séminaire de formation destiné aux radios communautaires des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest. Les effets attendus, c'est dans ce reportage de Christelle Kemonier. Ils sont venus de l'Ouest et du Nord-Ouest, les journalistes, pour répondre à l'appel du MINCOM et de l'UNICEF dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Le ministre de la Communication, avec l'appui du partenaire de l'UNICEF, a dépêché dans les 10 régions des équipes pour pouvoir donc tenir cette activité, cet atelier dont vous faites, qui a pour objectif de mettre à la disposition des radios communautaires des messages idoines à la lutte contre le Covid. La communication va devoir être, n'est-ce pas, de manière simultanée avec d'autres chaînes de radio, parce qu'au départ c'était au plan individuel. Chacun essayait de sa manière pour informer les populations en ce qui concerne cette pandémie. Ce partenariat entre le MINCOM, l'UNICEF et les radios communautaires permettra, à travers la diffusion des messages de sensibilisation sur les symptômes, les modes de transmission, les gestes barrières en langue nationale, de toucher une masse importante de la population afin d'éviter la propagation du virus. Lutte contre la pandémie encore, le ministre des Finances, aux côtés de son autre famille à Ndom, dans la région du centre, Louis-Paul Moutazé, leur a offert un don constitué de 20 cartons de savon, de gel désinfectant et des seaux robinets. La cérémonie de réception de ce don, c'est dans ce reportage de François Bakary de CRTV Centre. À l'esplanade de l'hôtel de ville d'Ndom, le décor renseignait mieux sur la nature de la cérémonie. Distanciation sociale respectée, lavage des mains, systématique, pas de mouvement de masse. Ajouté à tout cela, le port du cache-nez. C'est pour appuyer ces mesures devenues le lot quotidien des populations d'Ndom que le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazé, et certains partenaires au développement ont voulu répandre le parfum de la prévention du Covid-19 qu'ils distillent depuis un certain temps à Ndom. Nous sommes une ville carrefour en réalité. Beaucoup de populations se croisent et s'entrecroisent et nous pensons, comme le gouvernement l'a dit, que la meilleure manière de barrer la route au corona, c'est la prévention. Parmi les lots, 250 cartons de savon, des antibactériens, désinfectants, des seaux robinets, que ce soit le maire Nebe Kolor et Sama ou le sous-préfet Nyona Serge Lavie, tous ont salué le geste du ministre des Finances. Je voudrais demander aux populations d'en faire bon usage, de ne pas confisquer ce matériel dans les maisons. Il est fait pour une utilisation, ce matériel est là pour une utilisation immédiate. Le maire a pris l'engagement au nom des populations de faire appliquer les mesures barrières édictées par les pouvoirs publics et en faire d'ailleurs leur leitmotiv. Car, disait-il, après le Covid-19, la vie doit continuer. Alors, dans la Damawa, la région est désormais équipée contre le Covid-19. Des masques, des gels hydroalcooliques et des thermoflash ont été réceptionnés ce mardi à Meiganga par le préfet du Mbéré. Du matériel de protection offert par Aboubakar Sabat, une élite locale, par ailleurs directeur général de la fondation éponyme. Le reportage de Salomon Kankili Babali. Du matériel de lutte contre le Covid-19 offert aux populations sous une fine pluie, synonyme de bénédiction à Meiganga. Le don de cette élite du Mbéré ne pouvait pas mieux tomber qu'en cette période où la riposte gouvernementale gagne en intensité au Cameroun. Ce n'est que la prévention qui peut aider les populations à se défendre. Et pour ça, nous avons prévu un certain nombre de choses. Une partie sensibilisation,
Une deuxième partie, remise de matériel pour leur expliquer comment les utiliser et comment se prévenir. Aux bénéficiaires parmi lesquels les structures de santé dans la zone, le préfet d'Umbéré demande une gestion des plus rationnels. Ce matériel arrive à point nommé, notamment les masques, comme vous l'avez constaté, le port du masque est devenu obligatoire. Et nos populations devraient déjà à travers ces masques qui viennent d'être remis et le matériel d'hygiène tel que le savon, tel que les seaux d'eau, c'est-à-dire que ce matériel doit être utilisé à l'effet de pouvoir barrer la voie au Covid-19. Désormais doté de thermoflash, le personnel de santé à Meganga, ville carrefour, porte d'entrée de l'Adamawa, est à même de détecter des cas suspects de Covid-19. Toutes nos formations sanitaires n'ont pas de thermoflash, donc au moins sur la détection, la prise de température, je crois qu'il y aura une amélioration par rapport à ce volet de la chose. Une chance pour les populations locales. Le Cameroun est donc en train de s'équiper de plus en plus à travers les 10 régions contre cette pandémie du coronavirus qui sème la désolation à travers la planète. Mais il faut dire que la Terre en a vu d'autres en réalité. Par intervalle de 100 ans ou même plus, des pandémies ont décimé des millions de personnes à travers les 5 continents. De la grippe espagnole à la peste, en passant par la lèpre et le choléra, Philippe Roger Sama rappelle ici que ce Covid-19 n'est en fait qu'une calamité parmi tant d'autres déjà vues. À travers les grandes périodes de l'histoire, la vie de l'humanité a été entachée de séquences sombres liées aux maladies et aux conséquences effroyables. Les pandémies de peste, de choléra, variole et grippe sont à ce titre les plus mémorables. La peste fait partie des plus anciennes de ces maladies. Connues des récits bibliques, ces ravages sont identifiés depuis l'Antiquité. Une de ces variantes, la peste antonine, a fait plus de 10 millions de victimes entre 165 et 190 après Jésus-Christ. Elle est à l'origine du déclin de l'Empire romain d'Occident. Une autre forme survenue entre 540 et 542 a fait plus de 10 000 morts chaque jour entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. La peste noire, variante la plus meurtrière, a causé des ravages entre 1347 et 1352, avec plus de 25 millions de morts sur le vieux continent. Selon les historiens, ces vagues successives de peste ont occasionné plus de 100 millions de décès à travers la planète. Tout à côté, il y a la variole. Elle a fait des millions de victimes entre le XVIe et le XIXe siècle. Citons aussi le choléra, une des épidémies les plus courantes sur la planète Terre. Le choléra enregistre plus de 100 000 morts par an depuis sa première internationalisation en 1817. Dans le registre des grippes, 5 variantes ont marqué l'humanité avant la survenue du Covid-19. La grippe russe de type H3N8 a fait 1 million de morts à travers les continents en 1889-90. La grippe espagnole, tristement célèbre, est la forme la plus virulente que l'humanité ait connue. Elle a fait plus de 40 millions de morts entre 1918 et 1920. Les études récentes ont revu ce bilan à la hausse et parlent de 80 millions de morts. Elle doit son nom au roi d'Espagne Alphonse XIII, l'une de ses célèbres victimes. Mais il y a aussi la grippe asiatique de type H2N2, 4 millions de victimes de 1956 à 1958. La grippe de Hong Kong, 1 million de morts en 1968-69, puis la grippe A de 2009-2010, 500 000 morts. N'oublions pas le VIH-Sida, plus de 30 millions de morts depuis sa survenue en 1981. Face à tous ces désastres, l'humanité est restée inébranlable. On a là des indicateurs rassurants de la victoire prochaine sur la pandémie actuelle de la grippe à coronavirus. Autre chose à présent dans le journal et les dernières nouvelles du Parlement. Gaston Komba est le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'ancien député était nommé ce mardi au terme de la réunion du bureau de la Chambre basse du Parlement. Son profil brossé ici par Clarisse Tang.
Il n'est pas inconnu du grand public. Gaston Komba, originaire du département du Nkam, il naît il y a 60 ans à Douala, dans la région du littoral. Au terme de 2 mandats comme élu de la nation, c'est sur sa personne que le bureau de l'Assemblée nationale a porté sa préférence pour officier comme secrétaire général de l'Auguste Chambre. Il recevra des suites les recommandations du chef de chambre, l'honorable Kavaï Yéguié Dibril. Vos patrons sont les députés. Je vous recommande beaucoup de respect. Je vous recommande de respecter les députés. Je vous recommande de respecter les députés. Je l'ai répété 3 fois. J'espère que vous en tiendrez compte. Au travail, monsieur le secrétaire général. Au 3e étage du palais de l'Assemblée nationale, les membres de la commission des finances et du budget, renouvelés à 80%, faisaient leur classe. J'ai jugé utile que de faire appel au programme supérieur de spécialisation en finances publiques qui est sous la tutelle du ministère des Finances pour pouvoir mettre les nouveaux membres de la commission des finances au même niveau d'information que les anciens, mais aussi pour rappeler aux anciens certains fondements de la réforme des finances publiques. Les finances publiques, est-il besoin de le rappeler, sont un domaine plutôt complexe. Depuis 2018, il y a beaucoup de textes de la zone CEMA qui ont été transposés dans notre droit positif interne. Ces textes viennent complètement changer la philosophie et les articulations techniques relatives à l'exécution des budgets publics dans notre pays. Le but avoué au cours de cet exercice est de permettre aux élus de maîtriser l'environnement d'exécution des finances publiques au Cameroun. Au Sénat, le projet de loi régissant l'activité postale au Cameroun était adopté en fin de journée ce mardi. Le texte était défendu par le ministre des Postes et Télécommunications. Il était soumis à l'examen des sénateurs avant la plénière d'adoption présidée ce soir par Marcel Nyat Ndjifenji. Le compte rendu de Mathieu Kemgo. Ils ont, pour la plupart, connu le service postal pendant ces heures de gloire. Les sénateurs, sous la coordination du président du Sénat, Marcel Nyat Ndjifenji, ont voulu savoir comment le projet de loi soumis à leur approbation pouvait redorer le blason de la Poste au moment où le numérique et le privé ont envahi le secteur. La Poste camerounaise était en train de mourir, une mort lente. Et il lui manquait ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité. Elle n'était plus arrimée à la modernité. Ce qui fait que même les agences de voyage s'étaient arrogées les services postaux. Et il y avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait réguler. L'informatisation de la Poste était donc nécessaire. Le rapport de la Commission de la production et des échanges l'a révélé. Plus de 230 bureaux de poste étaient opérationnels à la fin des années 80. Aujourd'hui, plus de 250 opérateurs du privé sont comptabilisés, même si, pour la plupart, ils sont dans l'informel. Pour les sénateurs, ces acteurs du service postal doivent contribuer au développement du pays. La Poste doit jouer un rôle important dans la société, pour le développement de la société, la mise en place du Fonds de développement des télécommunications et de la régulation des télécommunications doit permettre de booster ce secteur. En répondant aux préoccupations des sénateurs, la ministre des Postes et Télécommunications est revenue sur les innovations qu'apporte ce texte, notamment sur le plan juridique, les conditions d'accès au secteur, l'adressage numérique, etc. Le projet de loi a été adopté, sa mise en œuvre est attendue. Nous sommes préparés pour la mise en œuvre, mais vous savez qu'elle ne se met pas en œuvre avant d'autres actes qui vont être pris. Et nous croyons qu'ils seront bientôt pris. Dès qu'ils sont pris, nous allons les mettre en œuvre parce que le secteur postal a besoin de cette impulsion-là pour être redynamisé, pour travailler, pour fonctionner, pour que cette émergence du Cameroun tant attendue soit atteinte. C'est donc rassuré que les sénateurs se sont séparés, espérant que, comme par le passé, le cachet de la Poste fasse foi.
Allons à présent au Palais de l'Unité pour vivre l'ouverture ce mardi des travaux des conseils nationaux dans le strict respect des mesures contre la pandémie pendant les 3 jours de ce conclave instruit par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Il est le grand maître des ordres nationaux. Ces travaux sont présidés par Peter Mafani Musonge, grand chancelier des ordres nationaux. Pendant ces 3 jours donc, le conclave va plancher sur près de 10 000 dossiers. Yves-Marc Medo. La session des conseils des ordres nationaux, ouverte ce matin au Palais de l'Unité dans le cadre de la 48e édition de la Fête nationale du 20 mai, était parfaitement dans l'air du temps. Respect strict des règles de distanciation sociale dans la salle des délibérations, précédé par la prise de température systématique et le lavage des mains à l'eau et au savon pour tous les participants aux travaux. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, Peter Mafani Musonge, le grand chancelier des ordres nationaux, va prendre la parole pour d'abord situer les travaux de ces différentes sessions du Conseil dans leur contexte. Un contexte marqué par la refonte des textes organiques de cette prestigieuse institution, réforme consacrée par le décret du 26 décembre 2019 et qui a vu l'arrivée au sein du Conseil de nouveaux visages, à l'instar des maires de ville de Yaoundé et de Douala, présents dans la salle aux côtés de leurs pairs. C'est le travail annuel que nous faisons, préparatif donc du 20 mai. Mais il se trouve qu'il y a eu des changements dans la structure du gouvernement et certains nouveaux ministères ont été intégrés dans les conseils des ordres. Nous avons par exemple le ministère de décentralisation, nous avons les maires de ville, par exemple Bamenda, Limbe, qui aussi rejoignent leurs collègues de Yaoundé, Douala et Garoua. Donc ils sont membres désormais de ce conseil. Pour cette édition 2020 de la Fête nationale, c'est un total général de 3 350 insignes qui a été autorisé par le président Biya pour récompenser ceux et celles qui, eu égard à leurs états de service, sont susceptibles d'être honorés par la nation. Le contexte de crise sanitaire actuelle lié à la pandémie du Covid-19 autorise quelques questionnements. Je me limite à la préparation de décoration, de nominations dans les différents ordres. La décision ou le contour de la célébration, vraiment, ce n'est pas de ma compétence. Mais nous espérons, nous gardons l'espoir que les choses vont s'améliorer. Donc, il fallait qu'on soit préparé au cas où la fête aura lieu, que tout soit prêt pour une bonne fête. À noter que les travaux ouverts ce 14 avril 2020 vont s'achever jeudi prochain. Des lauriers pour le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, recevait ce mardi le prix sous-régional des meilleures pratiques judiciaires. C'est un prix décerné par l'International Organization of Excellence, une ONG basée à Yaoundé et qui prime notamment des magistrats ou encore des auxiliaires de justice. Le récit de Thérèse Yolande Edima. Le prix sous-régional des meilleures pratiques judiciaires de l'ONG International Organization of Excellence est attribué aux personnes ou institutions qui se démarquent positivement par des actions d'excellentes pratiques judiciaires innovantes, mais également la probité morale et la compétence des magistrats et des auxiliaires de justice dans l'exercice de leur mission. Des critères qui ont milité en faveur du président du Conseil constitutionnel lors des assises de la 4e session ordinaire du comité consultatif de 7 organes tenu les 10 et 11 mars dernier en Djamena. Clément Atangana, selon le jury, s'est illustré dans l'exercice de son travail par une bonne gouvernance managériale, humaine et logistique. Nous sommes là aujourd'hui pour saluer les valeurs professionnel et personnel d'un homme, d'un magistrat hors échelle qui a su marquer l'histoire judiciaire de son pays à sa manière, par ses états de service. Le Conseil constitutionnel de notre pays, à peine 3 ans d'âge, a rencontré des mutations significatives grâce à son impulsion managériale.
Alors, c'est parce que c'est un homme multidimensionnel, c'est parce que c'est un homme plein de compétences qu'il a su hisser l'institution du Conseil constitutionnel de son pays au rang des institutions similaires les plus respectées de notre continent. Le lauréat qui a reçu son prix ce mardi dans la salle B du Palais des Congrès de Yaoundé exprime sa reconnaissance à l'endroit du jury pour cette distinction qui l'honore, mais également qui rehausse l'image de l'instance dont il a la charge. Ce prix, non seulement pour moi, c'est pour les gens et par conséquent, c'est pour le pays, pour l'honneur du Cameroun. Et pour la démocratie qui avance. Le prix sous-régional des meilleures pratiques judiciaires de l'ONG International Organization of Excellence a été institué en 2016 et couvre la sous-région Afrique centrale. Allons à Douala où les populations du quartier Koto ont perdu le sommeil à cause de cet immeuble de R+4 visiblement construit dans la totale ignorance des normes édictées dans ce domaine qui menace maintenant de s'effondrer. Une menace sérieuse pour l'ensemble du voisinage. Rufin Kacham à Douala. Il y a 5 ans, sur ce lieu se dressait une habitation site. Aujourd'hui, l'endroit complètement transformé a été érigé ce bâtiment R+5. Construit sans respect des procédures et normes en vigueur, cet immeuble qui présente des failles ne semble guère préoccuper le propriétaire des lieux. Moi, je suis locataire de la SIC depuis 20 ans. Dans cette maison, c'est une maison de 2 chambres. Je ne sais pas là où, subitement, ça a poussé comme un champion. On n'est pas en sécurité avec ça. On n'est pas jaloux de son immeuble, non. On a peur. Ce qui s'est écoulé, on s'attendait que ça va s'écouler. À Bouna-Prise, ça s'est écoulé, on s'attendait. Comme là, ça s'est écoulé, on l'attendait. On attend les morts. Contactées, les autorités de la municipalité ne cachent pas qu'elles sont conscientes des dangers que représente cet immeuble au sein de cette commune. Nous avons interpellé le concerné de nous produire des documents y afférents. Il ne nous a jamais présenté un document. Alors, mais il ne cesse de dire qu'il a des compétences, il a des entrées au niveau de la communauté urbaine. Et justement, il se trouve qu'au jour d'aujourd'hui, seule la communauté urbaine qui en a compétence pour délivrer les permis de bâtir. Parmi les conséquences de ces constructions anarchiques dans la ville de Douala, la négligence urbaine, vivement la démolition de ces bâtiments de la mort pour permettre aux riverains de ne plus dormir d'un œil. La page des sports pour prendre des nouvelles du stade d'Olembe. L'aire de jeu du complexe sportif vient d'être ensemencée. Les premières pousses de gazon sont attendues dans 2 semaines. Par ailleurs, les 2 stades annexes seront livrés dans les 3 semaines qui suivent. Le ministre des Sports était sur le site pour s'assurer de l'application des mesures sanitaires pour encourager également les travailleurs qui continuent d'œuvrer sur ce site. Sur ces pas, notre reporter Germaine Noël-Sengue. Une machine qui passe et repasse. L'opération de compactage solidifie l'aire de jeu et empêche les graines qui y sont ensemencées depuis ce lundi de se faire picorer par les oiseaux. Mais combien de temps faudra-t-il désormais pour jouer ici? Dans 3 mois, l'aire sera opérationnelle pour un match. Il nous faut 3 mois de maintenance afin que la semence puisse devenir du gazon, le gazon puisse avoir ses racines et les racines puissent devenir renforcées. L'atteinte de cet échéancier sera subordonnée par une batterie d'arrosage de 250 000 m3 d'eau par jour. Les vestiaires sont quasiment prêts, le circuit électrique installé. Les blocs intérieurs des 2 stades annexes livrés. Le constructeur persiste ses signes. Le châne reporté ou pas, la canne reportée ou pas, nous sommes toujours sur une mise en service et un commissioning et une réception de l'ouvrage à partir du mois de septembre et du mois d'octobre. Le travail qui se fait ici n'est pas en marge des prescriptions gouvernementales en vigueur. Bien qu'on équipe tout le monde avec des masques et qu'on a un contrôle sanitaire et prise de température à l'entrée et aux sorties de chantier, mais on doit pouvoir respecter certaines zones de confinement. 1 mois après la dernière visite du maître d'ouvrage, les évolutions sont notables. On constate des évolutions notables
par rapport à notre dernière visite, vous pouvez voir et constater avec bonheur que cette aire de jeu a été ensemencée et dans quelques semaines, il y aura de la verdure. Malgré la crise sanitaire, McGill tient à respecter ses engagements. Les feux sont ouverts pour une pelouse toute verte en fin avril. Et voilà des nouvelles rassurantes qui mettent un terme à ce 20h30. On retient essentiellement dans l'actualité du jour les normes essentielles dans la production des masques de protection contre le Covid-19. Les masques ont leur référentiel, un cadrage qui était précisé parmi les 16 normes publiées hier lundi par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Dans les normes, la nomination ce mardi de Gaston Komba. Il est le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale. Il était donc nommé ce mardi par le bureau de la Chambre basse du Parlement. Également dans les normes, on vient de le voir, les travaux de finition en cours du complexe sportif d'Olembe, des travaux évalués ce mardi par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. On a vu l'ensemencement de l'aire de jeu en cours. La fin du 20h30, préparée avec la collaboration de Martine Noël-Dengue et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal sur cette antenne à minuit, présenté par Elvis Teke et Sadou Mamoudou. Retrouvez immédiatement après ce journal la table ronde sur les questions d'alimentation au Cameroun. Ce sera au tour du ministre du développement rural. Et je vous quitte encore ce soir sur 16 images de sensibilisation contre le Covid-19 en vous souhaitant de rester en très bonne santé. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Protect yourself. Don't be selfish. Protège-toi. By so doing, you protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. We need you. Think about life. On a besoin de toi. Protect yourself. Protect others. Ne sois pas égoïste. On a besoin de toi. CRTV News, ici, toute l'info.